Une technique impressionnante doit affronter des vents et des chaleurs extrêmes dans une vallée dont personne ne pensait qu'elle serait un jour domestiquée. Mais le viaduc ne serait pas là aujourd'hui sans le pouvoir des éclairs. 750 000 volts. Quoi? Une poêle à frire? Un sous-marin nucléaire perdu? Un accident dans une mine d'argent? Et l'ingéniosité des anciens constructeurs de bateaux celtiques. Comment toutes ces choses ont-elles contribué à la réussite de ce pont? Ce chef-d'œuvre d'ingénierie et de design se trouve dans le sud du Massif central. Il a été construit pour délivrer la petite ville de Millau d'une malédiction. Pendant 30 ans, l'autoroute qui relie Paris aux plages de la Méditerranée file vers le sud en traversant la campagne. Jusqu'à ce qu'elle atteigne cet endroit, la vallée du Tarn. Une gorge de 2,5 km de large et de 250 mètres de profondeur, ou selon les termes techniques, un très grand trou. Pour traverser ce trou, le flot de touristes est dévié vers une route à 4 voies qui débouche sur le petit pont médiéval de Millau. L'été à Millau était un cauchemar. Les rues étaient impraticables avec des bouchons de 3 heures et des queues de 30 km. Après 30 ans de chaos, il est temps de conquérir la vallée. Et en 2004, le pont le plus haut du monde voit le jour. Une travée géante, haute de 250 mètres. La réalisation en métal léger est aussi surprenante d'un point de vue technique que la balle courbe au baseball, parce que la route n'est pas droite. Elle enjambe la vallée en suivant une trajectoire arrondie. La courbe, dont le but est de maintenir les conducteurs en éveil, est un véritable casse-tête pour les ingénieurs. Ils doivent concevoir une structure de plus de 2000 pièces différentes. Pour découper rapidement autant de morceaux de métal avec précision, ils vont devoir maîtriser l'une des forces les plus puissantes de la nature. Mais pour commencer, et afin de savoir à quoi ressemble l'intérieur de ce puzzle de métal, la sécurité m'a accordé une autorisation spéciale. Ça, c'est le tunnel qui se trouve à l'intérieur du pont. Donc nous sommes maintenant pris en sandwich entre la route au-dessus et rien du tout en dessous. Et de l'intérieur, on se rend compte à quel point c'est génial. C'est creux. Ils ont travaillé dur pour qu'il soit solide et léger. Et pour y parvenir, ils ont dû utiliser des milliers de morceaux de métal qui devaient s'emboîter à la perfection, comme un puzzle géant, pour faire la courbe du pont. Et chacune de ces pièces de métal a été faite séparément en un temps record. Ça, c'est du challenge. Comment découper 2078 pièces de métal géantes avec une précision incroyable dans des délais hyper courts. Traditionnellement, on découpe le métal avec ça, un chalumeau oxyacétylène. Ça marche, mais c'est pas rapide et pas facile. Découper plus de 2000 panneaux de métal au chalumeau oxyacétylène avec précision est un cauchemar pour les ingénieurs. Surtout s'il faut rajouter 25 000 € par jour de retard, si les délais ne sont pas respectés. Donc, pour résoudre le problème épineux de la découpe, ils décident d'exploiter la puissance des éclairs. La foudre est un courant électrique qui génère jusqu'à 300 000 ampères. Avec ça, on peut faire fonctionner 24 000 bouilloires. De plus, quand elle se déplace dans l'atmosphère, elle peut modifier complètement l'environnement. Elle produit un nouvel état de la matière. Avec ça, on peut découper le métal rapidement. Et je vais bientôt découvrir comment. Pour commencer, je vais apprendre à maîtriser l'éclair. Cette machine appartient à un expert en effets spéciaux. Il va m'aider à devenir un paratonnerre humain et à contrôler une quantité terrifiante d'électricité. Mark Turner est mon maître instructeur. Mark, j'ai l'impression d'arriver sur le tournage d'un film de série B. Ça te plaît? Explique-moi ce que c'est. C'est une machine à éclairs. On appelle ça une bobine de Tesla. Ok. Ça produit des éclairs. J'aimerais que tu mettes ça.
Oh, j'ai un costume. Bien sûr, c'est ça qui est rigolo. On dirait une côte de maille. C'est ça. On appelle ça un costume Voltrex. Ça te protégera contre les éclairs. Ok, il y a des trous dedans, j'enlève mes bottes. Les bottes et la veste. T'es absolument sûr de ce qu'on va faire? Pourquoi ça ne marcherait pas? Ton écharpe? C'est ma plus belle écharpe, attention. Prends-en soin, James. Mets un pied ici. Super. C'est la bonne taille, on dirait. La machine produit environ 750 000 volts. Quoi? Ce costume te protégera. Mais il y a plein de trous. C'est vrai. Tu me donnes ta main? Non. S'il te plaît. Le costume en métal va agir comme une cage qui va permettre à l'éclair de flotter autour de moi au lieu de me traverser. Enfin, en principe. Vas-y, redis-moi tout. Si jamais la côte de maille ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Si ça devait te traverser, ce serait très mauvais. Quand tu dis bon, laisse tomber, c'est grave quand même. C'est très grave. C'est pas immédiat. Mais t'as peu de chance de t'en sortir. Merci, merci. Arrête de parler maintenant, Marc, s'il te plaît, n'ajoute rien. La bobine de Tesla augmente considérablement le voltage. Quand le niveau d'énergie sera suffisamment élevé, le courant circulera jusqu'à moi et je devrais pouvoir le diriger avec mon doigt. Et si je criais en remuant les bras? Tous ceux qui ont les oreilles sensibles doivent quitter la pièce. Tous ceux qui ont des implants auditifs ou des pacemakers ou des problèmes de cœur doivent quitter la pièce. On est prêt? Tu es prêt, Richard? Je me sens seul. Bon, on y va alors. Marc met un certain temps avant d'obtenir le voltage suffisant pour atteindre le niveau de celui d'un éclair. Ça va? Comme les éclairs dans la nature, le mien cherche le plus court chemin pour atteindre le sol. C'est une expérience absolument extraordinaire, comme si des millions de fourmis me parcouraient le corps. Ok les gars, entrez. J'ai fait sortir des éclairs de mes doigts. Il n'y a pas moyen de continuer à faire ça naturellement? Malheureusement, non. Ça n'arrive que dans les films de super-héros. On peut donc contrôler les éclairs. Mais quel rapport avec les ingénieurs qui veulent découper rapidement et avec précision du métal? La réponse à cette question est aussi extraordinaire que les éclairs eux-mêmes, parce que l'énorme surtension électrique transforme l'air en un quatrième état de la matière, le plasma. Nous connaissons tous les trois autres états, le solide comme la glace, le liquide comme l'eau et le gaz comme la vapeur qui sort d'une bouilloire. Et nous savons tous comment on passe d'un état à un autre. Quand on chauffe un solide, on obtient un liquide. Quand on chauffe un liquide, on obtient un gaz. Et bien quand on chauffe un gaz avec une énorme surtension électrique, on obtient du plasma, le quatrième état de la matière. Le plasma, en fait, on en trouve dans tout l'univers. Le Soleil et les étoiles sont du plasma à l'état pur. Mais il est très rare d'en trouver sur Terre. Voici filmé au ralenti du plasma fabriqué par l'homme. Dès lors qu'on sait le maîtriser et le diriger, on peut utiliser sa chaleur pour découper le métal. Voici un découpeur plasma. Un flux d'air sous pression sort de la pointe. L'air est saturé et c'est ce qui crée le plasma. C'est ce qui fait fondre le métal. De même que l'éclair charge l'air et le transforme en plasma, le courant électrique dans le découpeur charge l'air et le transforme en jet de plasma, qui fait rapidement fondre le métal. C'est prodigieux cette vitesse. C'est 3 fois plus rapide que le chalumeau oxyacétylène. Je ne ressens pas de résistance. Je ne fais pas d'effort. Je me déplace simplement le long de la surface métallique.
La découpe au plasma, c'est parfait pour les grandes constructions métalliques, parce que c'est plus rapide que l'oxyacétylène. Ça donne aussi un découpage beaucoup plus net, qui réduit le temps de finition et permet d'accélérer la production. Rien que de l'air et de l'électricité, le pouvoir de l'éclair. La découpe au plasma à grande échelle est le secret qui se cache derrière la fabrication du tablier du viaduc de Millau. Ici, l'entreprise Eiffel Construction Métallique, oui Eiffel comme la tour, a découpé plus de 2000 panneaux en tout juste 2 ans. C'est comme ça qu'on a construit le tablier du plus long pont à haubans du monde, en maîtrisant la puissance des éclairs. Mais une fois terminée la fabrication du tablier, les ingénieurs doivent relever un nouveau défi. L'installer sans renverser les tours colossales qui ont été construites pour le soutenir. Un heureux hasard qui a offert à la poêle à frire une nouvelle vie permet de résoudre ce problème. Les ingénieurs du viaduc de Millau doivent maintenant lancer leur route de métal au sommet des piles de béton géantes. Pour y parvenir, ils doivent inventer une technique spécifique de mise en place du tablier. Avec un pont normal, il y a 2 façons de poser le tablier sur les piles. On commence d'abord par construire les piles. C'est ce que je fais avec le pain comme vous le voyez. Et voilà mes piles. Ensuite, soit on construit les morceaux du tablier sur le site et on les met en place avec une grue. Et voilà mon pont. Ou bien, option numéro 2, on construit le tablier complet et on le fait glisser sur les piles en partant des bords de la vallée jusqu'à ce qu'il soit en place. C'est parfait. Mais Millau n'est pas un pont comme les autres. À cause de la profondeur de la vallée qu'il doit traverser, les piles ne sont pas des petits piliers comme ceux-ci. Ils sont hauts et énormes comme cela. Ce qui signifie qu'une fois qu'on a installé ces piles de 240 mètres de haut, le coût, la difficulté et les complications liées à l'utilisation des grues pour soulever les sections du pont sont immenses. Donc, on choisit la deuxième option. On fait glisser. Mais avec des piles de 240 mètres de haut, la force exercée par le tablier risque de les faire tomber. Et là, c'est la cata. Voici la solution des ingénieurs, un cric hydraulique spécial. Il est composé de 2 vérins géants qui glissent l'un sur l'autre pour soulever et déplacer le tablier de métal au-dessus des piles. Grâce à ces 2 vérins, le tablier est soulevé et déplacé en même temps, de façon à ne pas pousser les piles. Lorsque le deuxième vérin se retire, le tablier est abaissé et vient se poser sur les piles. Les 2 vérins peuvent alors recommencer la même opération. À chaque cycle, les milliers de tonnes d'acier avancent d'à peine 60 cm. Mais au bout de 15 mois, le tablier géant est installé exactement à sa place. C'est incroyablement simple, mais très ingénieux. Une petite précision, 36 000 tonnes de tablier font pression sur des vérins qui doivent pourtant glisser l'un sur l'autre. Pour que ça fonctionne, les ingénieurs ont dû utiliser la substance la plus glissante qui soit. En 1938, le chimiste Roy Plunkett, qui cherche à améliorer l'efficacité des réfrigérateurs, fabrique par hasard une poudre incroyablement glissante. Le PTFE, le polytétrafluoroéthylène, connu dans le monde entier sous le nom de la marque Teflon. Voici le nouveau téflon noir. Il ne laisse pas de traces. Même plusieurs heures après la cuisson, il se nettoie en quelques secondes. Pas de trempage, pas de grattage, couverture Teflon. C'est vraiment la matière la plus glissante jamais fabriquée par l'homme. Et ça, je vais vous le prouver. C'est là qu'intervient mon ami Warwick. Exactement. Quand je dis mon ami Warwick, c'est plutôt... Boris. Oui, Boris. Boris est un gecko. Il a les pattes les plus collantes du royaume animal. Voici Boris qui va réaliser pour nous le test du gecko sur un morceau de verre. Boris s'en sort plutôt. Et voilà. Ça, c'est vertical. Encore un petit peu. Voilà le test de la plaque de verre par Boris. Maintenant, testons le téflon.
Effectuons le test du gecko. Je viens juste de réaliser que ça risque d'être un peu traumatisant pour Boris. Mais Boris ne pense pas à ce que vous êtes en train de penser. On utilise la poêle parce qu'elle est recouverte de la fameuse matière, pas parce qu'on va le faire cuire. C'est parti. Désolé, hein. Je ne lui en voudrais pas s'il sautait hors de la poêle. Allez, on fait l'essai? Il n'y arrive pas. Apparemment, notre matière anti-adhésive passe le fameux test de renommée mondiale du gecko. Garantie anti-gecko. Ce sera notre mot de la fin concernant le test du gecko. Le téflon, c'est vraiment très glissant. Passons aux choses sérieuses maintenant. Une fois le lançage commencé, impossible de faire demi-tour. Le PTFE est on ne peut plus efficace pour faire glisser l'énorme tablier de métal au-dessus de la vallée. Et tout ça grâce à la merveilleuse matière anti-adhésive qu'on appelle le téflon et qui a été découverte par hasard dans un laboratoire. Les ingénieurs devaient ensuite affronter un autre problème de taille. Comment construire les plus grandes piles jamais réalisées, chacune à un point précis dans le ciel, au millimètre près. La plus haute de ces géantes mesure 245 mètres, soit la taille d'un gratte-ciel de 70 étages. Quant aux 6 autres, on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont petites. Il faut qu'elles occupent toutes un endroit très précis, au millimètre près. Elles n'ont pu être construites que grâce à la technologie des sous-marins de guerre de la guerre froide. Les ingénieurs étudient les tensions exercées sur le pont 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voici la salle de contrôle où aujourd'hui des caméras et des capteurs enregistrent la circulation, le vent, la température et l'humidité. Mais à l'époque, quand le pont était en construction, tout cela était analysé d'encore plus près. Des réflecteurs placés sur toute la structure ont permis aux ingénieurs de dessiner le contour du pont et d'enregistrer sa position exacte. Les ingénieurs doivent construire chaque pile jusqu'à un point précis dans l'espace, à des centaines de mètres au-dessus du sol, de façon à pouvoir accueillir le tablier horizontal à mesure qu'il déroule ces milliers de mètres depuis les bords de la vallée. Des relevés topographiques minutieux leur permettent de parvenir exactement à un endroit déterminé dans l'espace au millimètre près. Ce qui s'avère impossible sans un matériel de mesure extrêmement précis, du genre de ceux qu'on utilise pour trouver un point dans l'océan. Passons à la connexion suivante. Le 553. Tout a commencé quand les sous-marins nucléaires américains ont commencé à se perdre. Ils étaient conçus pour rester en immersion pendant des mois, avec des capteurs gyroscopiques pour enregistrer tous leurs déplacements. Mais avec le temps, de petites erreurs se sont développées. Quand les sous-marins faisaient surface au milieu de l'océan, ils n'arrivaient pas à savoir où ils étaient. Une arme nucléaire de précision ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas où la pointer. La solution de la marine américaine est d'envoyer des satellites dans l'espace. En remontant à la surface, les sous-marins captent les signaux émis par les satellites et peuvent ainsi calculer leur position. C'est la première fois qu'on utilise les satellites pour naviguer autour du globe. C'est la création du système de positionnement mondial actuel qu'on appelle aussi GPS. Mais comment ça marche en fait? Et comment un signal émis à 20 000 km peut-il aider des ingénieurs à construire un pont au millimètre près? L'astuce consiste à calculer le temps que met le signal pour arriver jusqu'à la Terre. Si on connaît sa vitesse et le moment auquel le signal est lancé, on peut calculer la distance très précisément. Pour voir comment ça marche, je vais rendre visite à John Shelton, un spécialiste en acoustique, dans un champ. Salut John. Salut Richard. Eh ben me voilà, et franchement je suis un peu largué. D'abord, comment peux-tu calculer ces distances? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais comment fonctionne un GPS. Il y a des satellites dans le ciel qui émettent des signaux vers la Terre. Alors, selon notre position à la surface de la Terre, en mesurant le temps parcouru par ces signaux en provenance des satellites, on peut savoir exactement où on se trouve. Comme on sait exactement où sont les satellites, on peut calculer le décalage. Le seul problème, c'est que nous, on n'a pas de satellite. Alors, au lieu d'utiliser des signaux radio, on va utiliser des ondes acoustiques. Du bruit. Exactement. Bon, d'accord. On a donc besoin d'un joli bruit.
J'ai ma voiture, je peux la faire démarrer, c'est un gros V8. Non, je crois qu'on a mieux que ça. D'accord, ça derrière? C'est là-dedans. C'est là-dedans. Voyons voir. Tu veux un coup de main? C'est plus bruyant que ma voiture. C'est très pratique. Ça te va? Oui. On a l'appareil ici. On va le prendre avec nous, on va faire le bruit et on va calculer le temps. Tu viens avec nous, Chris? À une température de 20 degrés, le son voyage à la vitesse de 340 mètres par seconde. En s'éloignant du camion et en s'arrêtant pour jouer quelques notes, on peut calculer le temps que met le son émis par les amplis pour arriver jusqu'à nous. L'ordinateur de John utilise le temps obtenu pour calculer la distance. Maintenant. D'accord, essayons ici. Oui, allez, vas-y. J'ai remarqué instantanément le décalage entre le moment où Chris s'est mis à jouer et où on a entendu le son. On rembobine pour vérifier. Chris frappe les cordes et il y a un décalage avant qu'on entende le son en provenance des amplis. Le signal électrique se propage jusqu'aux amplis à l'instant même où Chris commence à jouer, mais il revient par les airs à la vitesse du son. Quand on s'éloigne suffisamment, le décalage est flagrant. L'ordinateur de John mesure le temps que mettent les notes de la guitare pour aller du point A, le camion, au point B, nous. À partir de là, comme on connaît la vitesse du son, on peut calculer la distance qui nous sépare de la source. Donc une demi-seconde de décalage signifie que nous sommes à 170 mètres des amplis, notre version à nous du GPS. C'est vraiment curieux. Ça te convient? 170 mètres. Et voilà, merci beaucoup. Alors même si ce qu'on vient de faire avait l'air un peu bizarre vu de là-bas, en fait on utilisait un signal pour mesurer une distance. Et peu importe le signal, nous on a utilisé du bruit, mais ça peut être n'importe quoi. Si on sait à quelle vitesse se déplace le signal et le temps qu'il met pour aller d'un point à un autre, on peut se servir de cette information pour calculer la distance qui sépare ces deux points. Pas besoin d'un guitariste. Le signal satellite utilisé par les sous-marins nucléaires contient des données sur le moment et l'endroit d'où il a été envoyé. Et plus il y a de satellites, plus on peut déterminer une position avec exactitude. En mesurant le temps écoulé entre le moment où le signal est envoyé et celui où il est reçu, on peut calculer la distance qui nous sépare du satellite, de la même façon qu'on a calculé celle qui nous séparait des amplis. Il y a aujourd'hui 24 satellites qui tournent autour de la planète et qui envoient des signaux vers la Terre. Les récepteurs GPS fonctionnent exactement selon le même principe, mais avec plus de précision. Ils comparent la distance de 4 satellites ou plus pour déterminer leur position. Votre GPS peut évaluer sa position à 10 mètres près. C'est très bien pour trouver son chemin en voiture, mais totalement inutile quand on construit un pont où une erreur de 10 cm est catastrophique. Les ingénieurs fixent des GPS sur le tablier et les piles du pont pour assurer sa construction. Leur système est beaucoup plus précis que le GPS des voitures, mais il n'est pas suffisant. De petites différences de température et des tensions peuvent dévier les piles et le tablier de leur cap. Et même si leurs données satellites sont fiables, ils doivent vérifier leur position GPS en se basant sur un point de référence fixe. Ils en ont donc planté un dans le sol. Les ingénieurs ont poussé un cran plus loin leur guidage GPS. Ils ont installé un récepteur GPS sur un point fixe, sur un des bords de la vallée, lequel a fourni un signal de référence pour tous les autres récepteurs des piles du pont. Comme il est ancré dans le sol, il réduit la marge d'erreur des GPS non plus en mètres, mais en millimètres. Le réseau de capteurs sur le pont compare en permanence l'exactitude de ces données avec celle des points fixes. Et ce, pendant toute la durée de la construction des tours.
Voilà comment une technologie utilisée pour localiser les sous-marins perdus a permis de positionner avec la plus grande précision les piles les plus hautes du monde. Mais l'autoroute de métal de Millau pèse 5 fois plus que le métal utilisé pour construire la tour Eiffel. Il a besoin d'être soutenu par au-dessus et par au-dessous, et c'est là qu'interviennent les haubans. Au moment de l'installation du tablier au sommet des piles, les ingénieurs utilisent un réseau de câbles pour supporter les extrémités. Et ils les maintiennent en place même quand les vents balaient la vallée. Comment une route de 36 000 tonnes de métal peut-elle rester immobile dans une vallée connue pour la puissance de ses vents? La réponse se trouve dans une série d'accidents dans une mine d'argent en Allemagne. En hiver et au début du printemps, la météo européenne marche parfois sur la tête. Les basses pressions au-dessus de la Méditerranée aspirent vers le sud de la France l'air froid venu du nord. La vallée du Tarn est un couloir parfait pour acheminer les orages de montagne. Les vents ici atteignent jusqu'à 130 km/h. Les câbles du viaduc de Millau sont sérieusement mis à l'épreuve. Ce sont eux qui permettent au pont de résister. Mais s'ils existent, c'est uniquement à cause d'une série d'accidents dans une mine. Tout au long de l'histoire, les mineurs ont été contraints de remonter du fond des galeries des chargements de plus en plus lourds. Mais la tension exercée sur les poulies et les cordes utilisées peut se révéler dangereuse. L'homme fabrique de la corde depuis l'Antiquité et selon l'endroit où il vit, il utilise toutes sortes de végétaux pour la fabriquer. En Asie, une plante de la famille du bananier est utilisée pour faire de la manille. En Europe, on utilise majoritairement le cannabis, dont voici un parent pour faire du chanvre, entre autres choses. En général, la corde est fabriquée en torsadant des fibres végétales. Mais elle a ses limites. Pour comprendre les limites de la corde, j'ai décidé d'en casser une. Et le spécialiste en matériaux Clive Sevier va m'y aider. Bon, Richard, ici on a une presse hydraulique avec un capteur de pression. D'accord, ça va tirer ici, et ça? Ça va nous indiquer la force qu'il supporte. Et c'est la même corde qu'on utilisait dans les mines d'argent. Je vais démarrer la machine en appuyant sur le bouton vert. La corde se tend. La corde commence à s'étirer. Voici une corde de chanvre de 10 mm. Elle est à peu près aussi épaisse que mon petit doigt. On commence juste à augmenter la charge. On arrive à 30 kg. 30. La corde s'étire énormément. La charge augmente, on est à 100 kg. 200. On est maintenant à 260 kg et 300 kg. Elle se tend beaucoup. Ah ça y est, regarde. Et voilà, la corde ne cède pas brutalement. Progressivement, des fils de la corde commencent à se briser individuellement. Elle continue à supporter la charge jusqu'à ce que le dernier fil finisse par casser. Et voilà, c'est fini. 640 kg. Ça fait presque les 2 tiers d'une tonne. La façon dont elle casse est pratique. C'est vrai. Mais le poids auquel elle casse n'est pas terrible. La corde se casse progressivement. Les fils cassent, mais la corde soutient encore la charge. Ça ne cède pas d'un coup. Il faut qu'on essaie quelque chose de plus solide. Exactement. Pour gagner plus, les mineurs doivent extraire des chargements plus lourds et par conséquent, trouver quelque chose de plus solide que la corde. Voilà pourquoi des alternatives comme des chaînes en métal ont fait leur apparition. Le problème, c'est que contrairement à la corde, elles ont une fâcheuse tendance à casser d'un seul coup. Maintenant, je vais tester une chaîne en métal de 10 mm d'épaisseur, le même diamètre que la corde qui a lâché. Je vais filmer une équipe de pompiers qui remplit d'eau une benne pour en alourdir le poids. Vous êtes prêts à filmer? Ouais, allez-y! Le poids commence à grimper. On est déjà à 800 kg. Rappelez-vous, la corde du même calibre a cédé à 640 kg, même pas les 2 tiers d'une tonne. On va arriver à 1,7 tonne. C'est le poids d'une grosse voiture. La charge de la chaîne est limitée à 2,5 tonnes, mais on a déjà dépassé les 3,5 tonnes et elle tient toujours. On va manquer d'eau.
On n'a plus qu'une minute de réserve. Vous êtes en train de nous dire que notre chaîne est trop solide? Oui. D'accord, merci. Ou pas assez. 3790 kilos. Comme dans les mines, la chaîne supporte une charge beaucoup plus élevée que la corde, mais elle se brise brutalement sans prévenir. C'est parfait. Elle cède à l'endroit où les deux maillons se rejoignent, à l'endroit de la courbe. À quelle vitesse tu filmais? On enregistrait à 2000 images par seconde. Elle s'est donc cassée en moins de 5 millièmes de seconde et il n'y a eu aucun signe avant-coureur. C'était instantané. Voilà le coupable. On a trouvé le maillon dans l'eau et on voit qu'il a lâché ici. Ça signifie que l'endroit qui a cédé est le point faible de la chaîne. Exactement, c'est inhérent à la forme de la chaîne. Le matériau est ainsi fait que la tension a cisaillé le métal. Et cette tension, cette courbe, toutes les chaînes ont la même faiblesse? Toutes les chaînes ont la même faiblesse à cet endroit. Et c'est ce qui provoque la mort de nombreux mineurs. Exactement. Une défaillance si catastrophique et si rapide, qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est là qu'intervient une grande invention dans une mine d'argent en Allemagne. En 1829, Wilhelm Albert, directeur d'une mine d'argent à Clausthal, voit céder une chaîne brusquement sans prévenir. Et il décide de réexaminer les mérites de la corde. Ce qu'il fallait pour extraire d'énormes chargements d'argent du fond de la mine, c'était quelque chose qui combine la structure de la corde et la robustesse du métal. Et Wilhelm Albert découvre ce qu'il faut. Il entortille des fils de métal pour former une corde de métal, le premier câble du monde. Pour prouver que Wilhelm Albert a fait une vraie découverte, on teste un câble. Et bien sûr, la benne déborde rapidement. Le câble du même diamètre que la chaîne soulève facilement plus de 800 kg de plus qu'elle, et plus de 4 tonnes de plus que la corde. Le câble réunit le meilleur des deux techniques. Des fils de métal enroulés comme une corde font du câble un matériel exceptionnellement solide. Et quand il est défaillant, il donne des signes de faiblesse, comme une corde. De retour à Millau, les ingénieurs ont toute confiance dans la solidité de leur corde de métal. À un moment donné, pendant la construction, près de 170 mètres de tabliers sont suspendus au-dessus du vide à l'aide de seulement 6 câbles. Le pont, une fois terminé, est conçu pour supporter 35 000 tonnes, soit les 4 voies remplies de grosses berlines pare-choc contre pare-choc et empilées les unes sur les autres sur 10 niveaux. Pour démontrer la résistance des câbles, les ingénieurs organisent une démonstration. 28 camions d'un poids total supérieur à 900 tonnes se dirigent vers le milieu du pont. Les câbles ont à peine bougé. La travée s'est creusée d'à peine 26 cm. C'est un triomphe pour la corde de métal de Wilhelm Albert. Et ce n'est pas tout. Ce pont est conçu pour durer 120 ans. Seulement voilà, un câble vieux d'un siècle n'est évidemment pas aussi solide qu'un neuf. Mais si le pont est soutenu par des câbles, comment les enlève-t-on pour les remplacer sans que le pont s'écroule? La réponse réside dans la construction des câbles eux-mêmes. Parce que vu d'en haut, ils ne forment qu'un seul bloc. Mais en réalité, chacun d'eux est fait d'un paquet de 91 câbles plus petits. Les voici. Chacun de ces câbles est constitué de 7 fils séparés. Et leur fonction est capitale, parce que chacun d'eux peut être retiré et remplacé, s'il est rouillé, sans avoir besoin de retirer l'ensemble. À cause des accidents dans les mines d'argent en Allemagne il y a plus de 180 ans, cette idée géniale de faire des cordes avec des fils de métal a rendu possible la construction du magnifique viaduc de Millau. Mais le pont pourrait malgré tout s'effondrer sous l'effet de la chaleur, sans l'aide d'une technique empruntée aux constructeurs de bateaux celtiques. Construire avec du métal présente néanmoins un terrible inconvénient. Plus il fait chaud, plus il se dilate. Je vais vous montrer un petit exemple de dilatation du métal.
Voici un bocal très résistant, dur à casser. Et voici un cylindre en métal. Je mets le bocal autour du cylindre. Je vais maintenant le chauffer. Et vous vous doutez sans doute de ce qui va se passer si je chauffe le métal et que le métal se dilate. Mettez du métal en contact avec de la chaleur, il se dilate. C'est un vrai problème quand il se trouve en contact avec un matériau beaucoup moins souple, en l'occurrence le verre. Et en attendant qu'il se produise quelque chose, réfléchissons aux endroits où l'on peut trouver de grandes quantités de métal en interaction avec un matériau qui n'aime pas plier. La petite dilatation de cette démonstration donne une idée de ce qui peut se produire à grande échelle. Les voies ferrées peuvent se dilater de façon spectaculaire sous l'effet d'une chaleur extrême. Dans ces cas-là, elles se gondolent et deviennent impraticables. Sur un pont, c'est la catastrophe assurée. Sur un pont classique, on laisse des espaces, des joints d'expansion qui absorbent les mouvements du pont selon les changements de température. Mais ceci n'est pas un pont classique. Le viaduc de Millau est soudé de bout en bout. C'est une pièce de métal continue. Les seuls joints d'expansion se trouvent aux extrémités du pont, là où il rejoint les bords de la vallée. Pendant les chaleurs estivales, ces joints d'expansion jouent un rôle capital. Tous les étés, le pont subit les effets de la chaleur et il se dilate. Selon les ingénieurs, à 40 degrés, il grandit d'environ 1,20 m et cette section est là pour lui permettre de se dilater. Les joints d'expansion au-dessus de ma tête permettent à la route de rester une surface continue, tandis que le pont avance et recule au-dessus de ses points de montage. Même les câbles sont conçus pour accompagner ce mouvement. C'est bel et bien ici que le pont entre en contact avec la terre ferme. Mais il ne se dilate pas uniquement à ses extrémités, il se dilate sur toute sa longueur. Alors que se passe-t-il à l'endroit où il est fixé aux piles de béton? Le pont doit évidemment être fixé aux piles pour rester stable. Mais en été, les 2,5 km du tablier se dilatent. C'est l'expansion le long de ces 2,5 km qui pose un vrai problème, parce qu'elle exerce une force énorme sur les piles verticales en béton. Et le béton est par nature inflexible. Les ingénieurs ont alors mis au point une solution très ingénieuse. La base de chaque pile est d'un seul tenant. Mais les 90 mètres du sommet se divisent en 2 branches. Comment ce design étrange peut-il pallier à une menace potentiellement fatale? Ce qui nous conduit à notre connexion finale, les bateaux préhistoriques celtes. Pendant des siècles, les anciennes tribus celtiques d'Irlande et du Pays de Galles utilisent des bateaux ingénieux, les curags. Ils sont faits d'une charpente de bois arrondie et couverte de cuir ou parfois de toile. Le moyen d'assouplir le béton pour supporter les chaleurs estivales réside dans la structure de bois de ces bateaux. Dans certains curags, les pièces de bois, y compris la quille, sont d'un seul tenant, de la poupe à la proue. Il fallait qu'ils soient à la fois solides et courbés. Même les bois les plus souples ont leurs limites, mais les menuisiers de l'Antiquité ont trouvé le moyen de contourner le problème. Pour découvrir comment, je me rends dans l'atelier de Peter Faulkner, dont la passion est de construire ses embarcations. Peter? Bonjour Richard. Alors, tu diriges un atelier où on construit des bateaux traditionnels en utilisant des techniques anciennes. Et il y a une similitude avec la façon dont les piles de notre pont sont construites. Ça a un rapport avec cette séparation. Mais avant d'essayer d'approfondir le sujet, on va tailler du bois. On va le fendre, oui. Oui, le fendre. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Oui, j'aimerais fendre du bois. Super. Alors voilà, j'ai 2 morceaux ici. C'est un morceau de bois. Du frêne. On fait une petite entaille. Je vais mettre un coin Pour le fendre. Oui, c'est ça. Tu veux taper? Avec plaisir. Tu vas bientôt y arriver. Ce ne sont pas des outils modernes, hein? Non. Mais ça prouve, je suppose, que les gens ont appris à fendre le bois il y a bien longtemps. Ce n'est pas une technologie nouvelle. Non, préhistorique. Elle a peut-être 10 ou 20 000 ans.
Quand on fend le bois comme ça, il se divise naturellement le long de ses veines et conserve alors toute sa force. Mais ça modifie aussi de façon spectaculaire sa flexibilité. Imaginons maintenant que ce sont les piliers qui supportent notre pont. Le problème ici, c'est la flexibilité, parce que le tablier est tellement long que dès qu'il fait chaud, il se dilate et il se déplace par là, ou se rétracte quand il fait froid. Il faut donc de la souplesse. Grâce à cette fente, il ploiera comme on veut. Comme on a laissé la même quantité de bois, la même quantité de matière, il est toujours aussi solide pour supporter le poids. J'ai l'impression qu'un petit test est en route avec 2 morceaux de poutre exactement de la même taille. Bon, je vais vous présenter ma plateforme bricolée maison. Voici l'un des piliers représenté par ce gros morceau de bois. Et proportionnellement, il a presque les mêmes hauteurs et largeurs que celles des piles du pont. Je vais d'abord tester un poteau non fendu. J'ai ajouté ces baguettes pour mesurer jusqu'où il pliera avant de casser. S'il fléchit, il va briser ces petites baguettes. En utilisant ce treuil, je vais tirer sur ce câble pour appliquer une force identique à celle du tablier du pont quand il se dilate, dans cette direction, au sommet de mon pilier géant. Souhaitez-moi bonne chance. On approche de mon premier petit piquet. Jusqu'où fléchira-t-il? Et d'un. La tension augmente et le pont se dilate et... Oh non, tout va mal! On a détruit 3 petites baguettes. Ah non, c'est pas bon du tout. Alors, avec un nouveau poteau, Peter utilise ses coins pour le fendre en 2. Ce poteau fendu résistera-t-il mieux que le précédent? On va simuler une nouvelle journée de forte chaleur sur notre pont. Le soleil se lève et chauffe les 2 km du tablier de métal. Il se dilate et pousse contre les colonnes. Cette fente dans le bois lui permet de fléchir. Il peut toujours supporter le même poids. Mais il tient le coup. Et voilà, ça fait 4. Je vais voir si je peux le remettre en place. Cette poutre fendue est allée 2 fois plus loin que la précédente sans se briser. Mais reprendra-t-elle sa position d'origine? À mesure que je relâche la tension, le test du pilier de bois montre qu'il résiste au stress sans dégâts permanents. Cette souplesse est le résultat de cette fente qui lui permet de plier. Il soutient toujours, mais il peut maintenant plier. Les charpentiers d'aujourd'hui pensent que les constructeurs de bateaux celtes utilisaient ce même principe pour leur curag. La quille était parfois fendue pour lui permettre de plier tout en restant résistante et robuste. Sur le viaduc de Millau, le béton, généralement cassant comme du verre, devient plus flexible avec une fente au bon endroit. J'ai décidé de monter au sommet de l'une des piles de béton pour voir comment elle amortit les mouvements du tablier en été. J'aurais pas dû faire ça. L'échelle est solide? Descendre l'échelle jusqu'à la petite plateforme d'inspection posée de façon précaire sur la plus haute pile du pont du monde est plus qu'effrayant. Beaucoup plus. Bon, je suppose qu'il y a un endroit quelque part par là où on peut attacher son harnais. Oh, la vue! Quelle belle vue! Oh mon Dieu! Oh bon sang! C'est génial! Si je m'évanouis, je suis dispensé? La deuxième fois, je me suis préparé à affronter le vent et la peur à 245 mètres au-dessus de la vallée du Tarn. J'accroche ça où? Ah, je me sens beaucoup mieux. L'ingénieur Sylvestre Gallis m'explique, tandis que je m'accroche à la vie, pourquoi la forme en Y permet aux piles du pont de se déplacer. La forme en Y, sur cette structure de béton, rend le mouvement plus facile. Donc la pile est fixée au tablier en quelque sorte. C'est le tablier qui décide et le pilier doit bouger avec le tablier selon qu'il se dilate ou se contracte.
Ingénierie grandiose, qui fait plier le béton, mais discuter architecture suspendue à 250 mètres dans les airs n'est pas franchement ma tasse de thé. Merci beaucoup pour les explications, mais je ne suis pas sûr de vous être très reconnaissant de m'avoir amené ici pour ça. On aurait pu le faire en bas. Dans la chaleur caniculaire du plein été, quand l'énorme tablier métallique du pont se dilate, ces piles fendues peuvent plier 10 fois plus que les tours de béton traditionnelles. Et quand la nuit tombe, le pont se rafraîchit, le tablier se rétracte et le pont reprend sa forme d'origine. Le clivage du béton est juste l'une des solutions lumineuses que les ingénieurs du viaduc de Millau ont utilisées pour triompher. Une victoire qu'ils célèbrent à juste titre. Ils ont voulu fabriquer un pont qui ne soit pas simplement un lien entre les deux bords d'une vallée. Ils ont voulu créer une structure qui, plutôt que de défigurer le paysage, y trouve sa place. Une sculpture dans une région de France prisée pour sa beauté naturelle. Et si vous voulez mon avis, ils y sont parvenus. Pour parvenir à ce résultat, ils ont apprivoisé le pouvoir des éclairs. Ils ont suivi les sous-marins. Utiliser une découverte faite par hasard dans un laboratoire de chimie. Des câbles créés pour empêcher les accidents dans une mine d'argent en Allemagne. Et qu'ils se sont inspirés de la technique artisanale d'anciens constructeurs de bateaux. Le viaduc de Millau, une réalisation stupéfiante au style incroyable.